La vibration assourdissante du tir d'artillerie secouait la crête, tandis que le sergent Mitchell Townsend appuyait sa joue contre le boîtier tiède de son fusil M14. Ses doigts effleurèrent la modification de fortune qu'il avait bricolée la veille, une simple bobine de cuivre qui n'avait aucune raison d'être fixée sur un fusil de précision du corps des Marines des États-Unis. Et pourtant, elle était là enroulée autour du système à gaz, changeant entièrement la façon dont l'arme réagissait. À travers sa lunette, Redfield, les positions de l'armée nord-vietnamienne paraissaient incroyablement lointaines, bien au-delà de la portée effective de tout M14 standard. Mais le sergent Townsend savait quelque chose que ses supérieurs ignoraient, les fusils russes, Dragunov, SVD, entre les mains ennemies, abattaient des Marines depuis des distances, jadis jugées impossibles. Nous étions le 7 août 1967, dans les collines ondulantes, à une quinzaine de kilomètres au sud de la zone démilitarisée, dans la province de Quang Tri. L'unité de Townsend, la section de tireurs d'élite, de reconnaissance, rattachée au 3e bataillon du 5e régiment de Marines, avait pour mission d'établir des postes d'observation le long d'une crête stratégique dominant une vallée où, selon le renseignement, une importante force nord-vietnamienne se rassemblait pour une attaque. Cette date resterait gravée dans sa mémoire, non seulement pour ce qui allait se produire, mais aussi parce qu'elle marquait 1 an exactement depuis son arrivée au Vietnam, une année à voir mourir des hommes parce que leurs armes ne portaient pas assez loin. Son observateur, le caporal Franklin Riley, bougea nerveusement à ses côtés. « Le sergent-chef va te botter le derrière quand il verra ce que t'as fait à ce fusil, » murmura Riley. « Ils vont te passer en cour martiale pour avoir abîmé du matériel gouvernemental. » Townsend ne répondit pas. Son regard restait fixé sur la position d'un tireur ennemi à 800 mètres soit, presque 300 mètres au-delà de la portée théorique du M14. Il contrôla sa respiration, sentant la rugosité du fil de cuivre contre sa joue. La modification de fortune lui avait pris moins d'1 heure et coûté 75 cents en matériel acheté à la quincaillerie de la base, mais elle violait chaque protocole d'entretien d'armes du corps. « J'en compte 4 qui se mettent en position, » marmonna Riley. « Trop loin pour nous. On devrait prévenir l'artillerie. » Mais Townsend savait que l'artillerie arriverait trop tard. Le tireur de tête nord-vietnamien s'installait déjà, et dans quelques minutes, des dizaines de Marines traversant la vallée seraient à découvert. Son doigt se posa sur la détente, tandis qu'il ajustait une dernière fois la dérive. « Qu'est-ce que tu fais ?» siffla Riley. « Tu peux pas les atteindre. Regarde bien, » répondit Townsend, puis il pressa la détente. La détonation du fusil résonna dans les collines, tandis que le M14 modifié reculait contre son épaule, avec une force inhabituelle, premier signe que sa modification désespérée fonctionnait exactement comme il l'avait imaginé. À travers la lunette, il vit le tireur ennemi s'effondrer. Avant même que Riley ne réalise ce qui venait de se passer, Townsend avait déjà réarmé et cherché sa seconde cible. Personne dans la section de tireurs d'élite ne pouvait deviner qu'une modification non autorisée, improvisée par un seul homme, ce matin-là, allait réécrire les règles d'engagement sur l'ensemble du théâtre d'opération, sauvant plus de 2000 Marines qui auraient autrement marché vers une mort certaine. Et personne n'aurait pu prévoir que ce serait un marine noir du Mississippi rural, jadis découragé de toucher à des armes de précision, qui accomplirait cet exploit. Mitchell Townsend était né le 18 avril 1944 à Greenwood, Mississippi, 3e, d'une fratrie de 5 enfants dans une famille de métayers. Son père Elijah Townsend avait servi avec distinction dans une unité ségrégée durant la Seconde Guerre mondiale, mais il était rentré pour retrouver l'Amérique
qu'il avait quitté celle où le service d'un homme noir était vite oublié. Malgré cela, Elijah inculqua à ses enfants un profond amour du pays et la conviction que l'excellence finirait toujours par être reconnue. Mon père disait « Ce pays n'est pas parfait, mais il mérite qu'on se batte pour lui », racontait plus tard Townsend dans une rare interview donnée en 1975. Il m'a appris que parfois il faut mériter le respect avant qu'on soit prêt à te le donner. La famille Townsend ne possédait qu'une seule arme, un vieux fusil à verrou Remington qu'Elijah utilisait pour chasser le cerf et l'écureuil afin d'améliorer les maigres revenus familiaux. À 8 ans, le jeune Mitchell montrait déjà un talent exceptionnel. Il touchait régulièrement des cibles que les adultes distinguaient à peine. Son père encouragea ce don malgré les ennuis que cela pouvait attirer. Au Mississippi, à l'époque, être connu comme le gamin noir qui savait tirer, c'était pas forcément un atout, expliquait Townsend. Mais mon père disait « Fils, Dieu donne des dons pour une raison, ne cache jamais le tien ». Les possibilités d'éducation étaient limitées dans le Greenwood ségrégué, mais Mitchell excellait en mathématiques et en physique des matières qui lui serviraient plus tard à comprendre la balistique. Sa professeure de sciences, Madame Eleanor Jackson, remarqua son potentiel et lui fournit des manuels avancés que les écoles pour enfants noirs n'étaient pas censées posséder. « Cette femme a changé ma vie », dira plus tard Townsend. Elle m'a montré que comprendre la science d'une chose, savoir vraiment pourquoi les choses fonctionnent comme elles le font, c'est un pouvoir qu'on ne peut pas t'enlever. Après avoir terminé le lycée en 1962, Townsend se retrouva avec peu d'options. Les emplois d'usine dans le Nord ou le travail des champs, comme son père, semblèrent les seules voies possibles. Mais lorsque le président John F. Kennedy accéléra l'intégration des forces armées, Townsend y vit une chance. Contre la volonté de sa mère, mais avec la bénédiction silencieuse de son père, il s'engagea dans le corps des Marines des États-Unis en janvier 1963. L'entraînement de base à Paris Island était une épreuve pour n'importe quel recrue, mais pour les rares Marines noirs du peloton de Townsend, il représentait un fardeau supplémentaire. Les instructeurs étaient impitoyables et nombre de camarades hostiles. C'est pourtant durant l'épreuve de tir que Townsend trouva sa voie au sein du corps. La première fois qu'ils m'ont mis un fusil dans les mains, au stand, l'instructeur a voulu me le reprendre. Il m'a dit « Tu es sûr de savoir de quel côté sort la balle? J'ai juste demandé mes munitions et la permission de tirer. » Quand Townsend obtint la qualification d'expert, touchant 48 cibles sur 50 à des distances où la plupart échouaient, les ricanements cessèrent. Son instructeur, le sergent-chef, Raymond Wilkins, le prit à part après la séance. « Recrue, je me fiche que tu sois violette à pois jaune. Si tu tires comme ça, tu as un avenir dans mon corps. » Après la formation initiale, ses scores exceptionnels au tir lui valurent un entraînement avancé aux armes, même si la filière des tireurs d'élite de reconnaissance restait pratiquement fermée aux Marines noirs. Il fut donc affecté à une unité d'infanterie où il servit avec distinction. À la fin de son premier engagement en 1966, il se réengagea motivé par l'intensification du conflit au Vietnam. Il ignorait alors que ses compétences de tireur seraient bientôt tout ce qui séparerait ses camarades de l'anéantissement. Durant ce second engagement, Townsend fut affecté au 3e bataillon du 5e régiment de Marines, le légendaire Dark Horse Battalion, dont l'histoire remontait à la Première Guerre mondiale. Lorsque l'unité fut déployée au Vietnam en 1966, Townsend avait atteint le grade de sergent grâce à ses qualités de chef et sa maîtrise technique. Le Vietnam de 1966 n'était pas encore la guerre qu'il allait devenir. Les forces américaines
était encore en phase de montée en puissance, et les officiers commandaient selon des doctrines héritées de la guerre conventionnelle. En Europe, doctrines inadaptées à la guérilla, dans la jungle qu'ils découvraient. La zone démilitarisée DMZ, censée séparer le nord du sud, n'avait plus rien de démilitarisé. Les réguliers de l'armée nord-vietnamienne, ANV, la franchissaient régulièrement pour préparer des attaques. Le 3e bataillon du 5e Marines fut assigné à la province de Quang Tri, la plus septentrionale du Sud-Vietnam. Leur zone d'opération comprenait quelques-uns des terrains les plus disputés du pays des collines, et crêtes stratégiques surplombant les routes vitales de ravitaillement. L'ANV devait impérativement y faire passer hommes et matériel vers le sud. Au début de 1967, le renseignement américain signala une évolution inquiétante. Les unités nord-vietnamiennes recevaient en nombre croissant des fusils de précision soviétiques, Dragunov SVD. Ces armes semi-automatiques, conçues spécialement pour le tir de précision, surpassaient le fusil américain M14 de plusieurs centaines de mètres de portée, créant un désavantage mortel pour les forces américaines. Le colonel Thomas Richard, commandant du 5e régiment, résuma la situation dans un rapport de terrain daté du 12 mars 1967. Les tireurs d'élite ennemis engagent nos troupes à des distances que nos armes ne peuvent pas contre-attaquer efficacement. Nous subissons des pertes avant même que nos hommes ne puissent identifier d'où vient le tir. Le Dragunov SVD avait été conçu comme une arme de soutien de section capable de tirs précis jusqu'à 800 mètres et au-delà. À titre de comparaison, le M14 américain, excellent fusil de combat, avait une portée efficace d'environ 500 mètres dans sa configuration standard, même entre les mains d'un bon tireur. Cet écart de 300 mètres devint une véritable zone de mort où les troupes américaines pouvaient être ciblées impunément. Entre janvier et juin 1967, le 3e bataillon du 5e Marines perdit 17 hommes sous les balles de tireurs ennemis, opérant au-delà de la portée de leurs propres armes. L'effet psychologique sur les troupes fut dévastateur. Les Marines baptisèrent ces tirs lointains des balles fantômes, des projectiles qui semblaient surgir de nulle part, lancés par un ennemi qu'ils ne pouvaient atteindre. Le major général Bruno Hawkmouse, commandant la 3e division de Marines, demanda davantage de formation et d'équipement anti-sniper. Mais la réalité de la chaîne logistique militaire fit que les armes spécialisées, comme le nouveau fusil de précision M40, restèrent en quantité limitée, priorité étant donnée aux unités déjà établies où les Marines noirs étaient quasi inexistants. C'est dans ce contexte que le sergent Townsend prit une décision fatidique. Si les voies officielles ne pouvaient pas résoudre assez vite l'écart de portée, il trouverait une autre solution. Ce qui est vrai au combat, expliquera Townsend plus tard, c'est que subitement, toutes ces règles sur qui a le droit de faire quoi comptent beaucoup moins. Ce qui importe, c'est qui respire encore à la fin de la journée. Son opportunité se présenta lorsqu'il fut en raison de pénurie de personnel, causée par les pertes au combat, affecté temporairement à la section de tireurs d'élite de reconnaissance du bataillon en juillet 1967. Bien qu'il ne fût pas officiellement formé comme sniper, ses qualités de tireur étaient indéniables et l'unité avait besoin de chaque tireur compétent. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le sergent Mitchell Townsend avait passé les 6 mois précédents à étudier la problématique de la balistique des fusils avec une intensité née de la nécessité de survivre. Il n'avait aucune idée que son affectation temporaire le placerait bientôt en position de changer le cours de la guerre. Dans la province de Quang Tri, une modification non autorisée à la fois.
les pluies de la mousson, avaient transformé l'argile rouge de la province en un bourbier glissant lorsque Townsend prit ses nouvelles fonctions au sein de la section de tireurs d'élite à la fin de juillet 1967. L'unité opérait depuis une base avancée, connue sous le nom de Combat Outpost Eagle, un ensemble de postes de sacs de sable et d'abris de fortune, perchés au sommet d'une des innombrables collines sans nom qui dominaient le paysage près de la zone démilitarisée. Le sergent-chef, Walter Cunningham, chef de la section, manifesta son scepticisme dès le départ. Peu m'importe tes notes de qualification, Townsend. Les snipers de reconnaissance s'entraînent ensemble, combattent ensemble. Tu es là parce qu'on est court en effectif, pas parce que tu appartiens à cette section. La section se composait de 12 Marines, organisés en 6 équipes de 2 chacune, formées d'un tireur et d'un observateur. Townsend fut jumelé au caporal Franklin Riley, un jeune maigre de 19 ans, originaire de l'Oregon, doué pour lire les conditions de vent, mais d'un tempérament nerveux qui lui avait déjà valu le surnom de Jumpy. Le dernier partenaire de Riley a disparu dans la lunette il y a 3 semaines, dit Cunningham à Townsend sans ménagement. Alors, ne le prends pas personnellement s'il n'est pas pressé de devenir ton ami dehors. La section de snipers était équipée d'un mélange d'armes. 4 équipes utilisaient les fusils standard M14, munis de lunettes, tandis que les 2 équipes les plus anciennes avaient accès aux fusils de précision, spécialisés M40, récemment arrivés sur le théâtre. La disparité n'échappa pas à Townsend. « Pourquoi on n'a pas tous des M40 » demanda-t-il, lors du premier briefing Equipment. Le maître de fusillade, le Gunnery Sergeant, Howard Pratt, ricana. « Il y a 8 M40 pour tout le régiment sergent. Tu crois qu'ils poussent sur les arbres? De plus, le M14 est une excellente arme, entre de bonnes mains. Ce que Pratt ne dit pas, mais que tout marine de la section savait, c'est que le M14, même équipé d'une lunette, ne pouvait pas égaler la portée des Dragunov que les snipers de l'ANV employaient de plus en plus contre les forces américaines. Lors de leur première semaine dans la section, Townsend et Riley accomplirent 3 missions d'observation, tenant des postes de guet dominant vallées et sentiers, que le renseignement indiquait comme route d'infiltration de l'ANV. Lors de leur deuxième mission, ils furent témoins de l'avantage dévastateur détenu par les snipers ennemis. Une patrouille de la compagnie Alpha progressait dans une vallée située à environ 700 mètres de leur position, quand des tirs retentirent depuis une crête lointaine. 2 Marines tombèrent immédiatement. La patrouille se dispersa, cherchant un abri, peu de couverts, existait dans la végétation clairsemée. 3 autres Marines furent touchés, avant qu'ils n'aient pu établir une position défensive. Cible 11-0, environ 900 mètres, appela Riley, l'œil collé à la lunette d'observation. Équipe de snipers de l'ANV, au moins 2. Townsend porta son arme en joue, mais les 2 hommes connaissèrent la vérité. L'ennemi était bien au-delà de la portée effective de son M14. Il pouvait observer, il pouvait rapporter, mais il ne pouvait pas engager. Tout ce qu'il pouvait en faire était de radiofonder les coordonnées au poste de commandement et demander un appui d'artillerie qui mit 17 minutes à arriver bien après que les snipers de l'ANV se furent repositionnés. 5 Marines moururent ce jour-là. 5 hommes que Townsend et Riley avaient regardés à travers leurs lunettes sans pouvoir intervenir. Cette nuit-là, de retour au poste avancé, Townsend nettoyait son fusil avec une précision méthodique, l'esprit en ébullition. Les autres membres de la section le tenaient à distance, supposant que sa concentration intense était une réponse aux échecs du jour. Il ne réalisait
pas qu'il formulait une théorie. Au cours de ces 2 ans, dans le corps Townsend, s'était forgé la réputation d'un connaisseur des armes. Il pouvait démonter et remonter n'importe quelle arme d'infanterie en un temps record, identifiant souvent et corrigeant des problèmes mineurs que les techniciens de l'armurerie avaient manqués. Ce talent lui avait valu un respect réticent, même de la part de Marines, qui autrement gardèrent leur distance, vis à distance, d'un des rares sous-officiers noirs du bataillon. Ce que ses camarades ignoraient, c'était que la compréhension de Townsend allait bien au-delà d'une simple habileté mécanique, grâce au manuel de physique avancé que Madame Jackson lui avait fourni des années plus tôt. Il maîtrisait les principes de la balistique interne et externe à un niveau rare pour un sergent d'infanterie. Alors qu'il démontait son M14, l'attention de Townsend se concentra sur le système à gaz. Le M14, comme beaucoup de fusils modernes, utilisait une partie des gaz en expansion d'une cartouche tirée pour faire cycler l'action. Ces gaz étaient évacués par un petit orifice dans le canon et redirigés pour actionner le mécanisme de l'arme. Le système à gaz standard était calibré pour la fiabilité dans une large gamme de conditions, privilégiant le fonctionnement constant plutôt que la vélocité maximale. Mais Townsend avait une théorie. Et si on pouvait déplacer cet équilibre, murmura-t-il. Le Dragunov n'est pas de la magie, ronchonna-t-il pour lui-même. C'est de l'ingénierie. Le lendemain matin, Townsend alla voir le caporal Dennis Martinez, un marine travaillant à la section des approvisionnements du bataillon, connu pour réussir à se procurer des articles non officiels. « Il me faut du fil de cuivre », dit Townsend. « Du calibre environ 16, comme pour l'électricité, et que ça reste discret. » Martinez le regarda avec méfiance. « Ça te coûtera quoi, mes 3 prochaines paquets de cigarettes ?»« Fais-en 5, » répondit Martinez, « et je ferme les yeux sur ces articles du PX qui finissent par se retrouver dans le village vietnamien au bout de la route. » Martinez sourit en coin. « J'ai toujours su que t'étais trop observateur pour ton bien, Townsend. Tu auras ton fil ce soir. » Comme promis, Martinez livra une petite bobine de fil de cuivre au lit de Townsend cette nuit-là. Le matériau simple avait coûté 75 cents au magasin de la base, mais sa valeur allait bientôt devenir incalculable. Pendant que le reste de la section jouait aux cartes ou écrivait des lettres, Townsend se retira dans un coin calme du poste avancé, avec son fusil et le fil. Travaillant à la lampe de poche, il modifiqua soigneusement le système à gaz de son M14, créant un régulateur rudimentaire qui limiterait la quantité de gaz dévié pour cycler l'action. La théorie, bien que peu orthodoxe, tenait la route. En réduisant la fuite de gaz, plus d'énergie resterait derrière la balle, augmentant potentiellement sa vitesse et étendant sa portée effective. L'inconvénient serait la fiabilité. Avec moins de gaz pour actionner l'action, le fusil pourrait mal cycler, surtout à mesure que le carbone s'accumulerait après de nombreux tirs. C'était un risque calculé, violant de multiples règles sur la modification des armes de service. S'il était pris, Townsend s'exposait à de sévères sanctions disciplinaires. Mais le souvenir de ses 5 Marines morts pesait plus lourd que la menace d'une punition. Alors qu'il remontait l'arme, le caporal, Riley s'approcha, regardant avec curiosité. « Qu'est-ce que tu fais à ce fusil ?» Sarge Townsend pensa à mentir, mais s'abstint. Si sa modification fonctionnait, Riley serait le premier à en être témoin. Si elle échouait, Riley en subirait les conséquences. « Je change les règles, Riley. Le Dragunov porte parce qu'il est conçu pour pousser la balle plus vite et plus loin. Nos M14 peuvent faire pareil si on les aide un peu. » Les yeux de Riley s'écarquillèrent. « C'est contre les règlements.
Ils vont te rétrograder. Seulement si ça foire, répliqua Townsend. Si ça marche, ils seront trop occupés à me donner des médailles pour s'inquiéter des règlements. Le jeune marine secoua la tête. T'es fou, tu sais ça. Et si ça t'explose à la gueule, c'est moi qui traînerai ton corps jusqu'à la base. Townsend sourit pour la première fois depuis qu'il avait rejoint la section. C'est le rôle des spotters, non. Aucun des deux hommes ne savait alors que moins de 12 heures plus tard, leur partenariat serait mis à l'épreuve ultime et que la modification à 75 cents de Townsend changerait à jamais le cours de la guerre dans la province de Quang Tri. Le briefing d'avant l'aube du 7 août 1967 était tendu. Le renseignement avait signalé des mouvements importants de l'ANV dans la vallée, sous le combat Outpost Eagle. L'état-major du 3e bataillon estimait que l'ennemi se positionnait pour une attaque majeure sur les positions Marines le long de la Highway 9, la route est-ouest critique reliant la côte à la frontière lao-océanienne. Le capitaine Gerald Morrison, officier opération du bataillon, exposa la situation aux chefs d'équipe rassemblés. Nous avons des éléments du 7e régiment des Marines qui se déplacent pour renforcer des positions ici et ici, dit-il en montrant sur la carte. Environ 2000 Marines traverseront cette vallée dans les prochaines 48 heures. Votre tâche est d'assurer la surveillance et d'alerter précocement sur tout mouvement ennemi. Le sergent-chef Cunningham assigna les positions à ses équipes de snipers. Townsend Riley, vous prendrez le poste d'observation, 3 sur la crête est. Vous aurez la visibilité sur les approches principales venant du nord. Protocole standard, observez et rapportez. N'engagez pas, sauf menace directe ou autorisation spécifique. Townsend acquiesça, sentant le poids de son M14, modafié en bandoulière sur son dos. Riley lui lança un coup d'œil nerveux, mais ne dit rien. Les deux Marines quittèrent le poste à 04h30, se déplaçant en silence à travers le sous-bois humide. La crête S représentait une marche de 3 kilomètres à travers un terrain difficile, et ils devaient être en position avant la première lueur du jour. « Tu vas vraiment utiliser ce truc ?» murmura Riley en montant désignant le fusil de Townsend. « Si je dois, et si ça ne marche pas ?» dit Townsend, en s'interrompant pour considérer la question. « Alors j'aurais au moins essayé quelque chose plutôt que de regarder d'autres Marines mourir en suivant les ordres. » Riley se tut après cela. Le reste du trajet se déroula sans parole, chaque homme perdu dans ses pensées. Ils atteignirent le poste d'observation numéro 3, juste au moment où les premières lueurs de l'aube éclairaient le ciel à l'est. Le poste n'était guère plus qu'une dépression peu profonde, renforcée de sacs de sable et camouflée par la végétation locale. Mais il offrait un excellent point de vue sur la vallée et le réseau de sentiers qui y aboutissait depuis le nord. À mesure que le soleil se levait, la vallée s'animait, les oiseaux chantaient dans les arbres dispersés, et une légère brume caressait le sol, donnant au paysage une apparence presque paisible. Les deux Marines savaient pourtant que cette tranquillité était trompeuse. Ils s'installèrent dans leur routine d'observation, se relayant à la lunette, tout en tenant un registre de tout ce qu'ils voyaient. La matinée passa sans incident. Ils observèrent des paysans locaux se déplacer entre de petits villages, mais aucun signe d'activité ennemie. Vers midi, les premiers éléments du 7e régiment des Marines commencèrent à apparaître à l'extrémité sud de la vallée, de petites colonnes d'hommes progressant prudemment le long des routes établies vers leur position désignée. Commandement. Ici, Sierra 3, radio à Riley. Nous avons des éléments amis entrant dans la vallée depuis le sud. Aucun signe d'activité ennemie dans notre secteur. Terminé. Le commandement de Sierra 3 acquiesça,
Maintenez l'observation. Terminé. Au fil de l'après-midi, d'autres unités, Marines se déplacèrent dans la vallée. Townsend estima qu'environ 500 hommes étaient désormais visibles depuis leur position, d'autres arrivant chaque heure. L'opération de renforcement semblait se dérouler comme prévu. À 14h38, tout changea. Mouvement crête nord, 200, dit soudainement Riley, la voix tendue. Plusieurs silhouettes se mettent en position. Townsend braqua sa lunette vers l'endroit indiqué. À travers l'optique grossissante, il les distingua clairement au moins 6 soldats de l'ANV, établissant ce qui semblait être des postes équipés de servants d'armes. Parmi eux deux portaient les profils distinctifs des fusils Dragunov SVD portés, demanda Townsend. Riley consulta sa carte et son télémètre. 800 mètres pour le plus proche, 850 mètres pour la position sur la crête. Bien au-delà de la portée effective d'un M14 standard, exactement comme Townsend en avait craint. Commandement. Ici Sierra 3, radio à Riley. Nous avons visuel sur une force ennemie, établissant des positions sur la crête nord. Environ 6 à 8 individus, y compris des équipes de snipers. Demande d'autorisation d'engager. Terminé. La radio grésilla. Avant la réponse, Sierra 3, négatif sur l'engagement. La portée dépasse vos capacités. Nous dépêchons un appui aérien. Maintenez l'observation et fournissez des mises à jour. Terminé. Riley regarda Townsend, la frustration se lisant sur son visage. L'appui aérien est à au moins 20 minutes, murmura-t-il. Ces Marines dans la vallée marchent dans une zone de mort. À travers sa lunette, Townsend observa les snipers de l'ANV achever leur installation. L'un d'eux était déjà en position de tir son spotter à ses côtés, l'arme braquée sur la vallée en contrebas. Ils auraient une visée dégagée sur des centaines de Marines exposés qui ignoraient la menace qui planait au-dessus d'eux. Le moment de décision était arrivé. Townsend changea légèrement de position, appuya son M14, modifié sur le repose-sac de sable, et laissa son esprit dérouler les calculs, distance, élévation, vitesse du vent, et l'effet estimé de sa modification sur la vélocité de la balle. Tout restait encore théorique jusqu'à présent. « Qu'est-ce que tu fais ?» siffla Riley. Le commandement a dit « pas d'engagement ». Ils avaient refusé l'engagement parce qu'ils pensaient qu'on ne pouvait pas les atteindre d'ici, répondit Townsend d'une voix calme en ajustant sa lunette. Ils ne savent pas ce que ce fusil peut faire maintenant. Et toi non plus, sergent-chef. C'est fou. Si tu commences à tirer, ils vont nous repérer. Ils vont nous cibler avant que tu n'aies pu tirer une seconde fois. Alors il vaut mieux que je fasse en sorte que la première cartouche compte. Townsend régla sa respiration, sur le rythme qu'il avait pratiqué des milliers de fois, au pas de tir de Paris Island à Camp Pendleton, 4 secondes dedans, maintenir 4 secondes dehors, maintenir 2. Son cœur ralentit. Le monde se réduisit à la vue dans sa lunette centrée sur le tireur nord-vietnamien, en tête à près d'un demi-mile. Il effectua ses derniers réglages de dérive et d'élévation, ajoutant une importante correction pour compenser la distance extrême. Puis, entre deux battements, il pressa la détente. Le M14 modifié rugit d'un son sensiblement différent de son coup habituel, plus aigu, avec un tintement distinct, alors que le système à gaz restreint forçait plus de pression derrière la balle. Le recul fut plus violent, projetant l'arme contre l'épaule de Townsend. À travers la lunette, il vit le sniper de l'ANV tressaillir, puis s'effondrer sur son fusil. Un coup porté à 820 mètres avec un M14, alors que tous les manuels affirmaient que l'arme ne pouvait pas atteindre une telle distance. Un instant, Riley resta interdit. Puis la formation reprit le dessus. Cible touchée à terre, change de cible. Second sniper se déplace vers un abri.
10 mètres à droite de la position initiale. Townsend fit fonctionner l'action et chambrer une nouvelle cartouche. À mesure que l'étui vide s'éloignait en arc, le verrou sembla plus raide que d'habitude. La pression de gaz, réduite, affectait l'action, comme il s'y attendait. Il acquit sa deuxième cible et tira de nouveau. Encore un impact. Le second sniper tomba. Les soldats ennemis restants se ruèrent à la recherche d'un abri visiblement choqué par un feu provenant d'une distance qu'ils croyaient sûre. L'un d'eux leva des jumelles, cherchant la source de la menace inattendue. « Ils essaient de nous localiser », prévint Riley, désormais pleinement engagé, malgré ses protestations antérieures. Troisième cible, position de mitrailleuse, entraînant un tir de couverture, 860 mètres. Townsend ajusta sa visée, compensa la distance légèrement supérieure et tira une troisième fois. Le mécanisme du M14 était maintenant sensiblement lent. Il dut aider manuellement le recul du coupleur du verrou, mais la balle atteignit sa cible, frappant le mitrailleur ennemi à la poitrine. « Commandement ici, Sierra 3, » dit Riley à la radio, la voix électrisée. « Nous avons engagé des positions ennemies. 3 impacts confirmés. Snipers ennemis neutralisés. Demande permission de poursuivre l'engagement. Terminé. » La radio explosa de questions et de demandes de précision, mais Townsend n'écoutait pas. Il se concentra entièrement sur les soldats de l'ANV, qui maintenant tiraient à l'aveugle dans leur direction générale, tout en tentant de fuir la crête. Quatrième cible qui bouge de gauche à droite porte du matériel radio, annonça Riley. 840 mètres. Townsend suivit la silhouette, en fuite anticipa légèrement sa trajectoire et tira encore. Le radio tomba. 4 coups, 4 impacts à des distances qui auront dû être impossibles avec son arme. Les soldats ANV restants disparurent de la crête, abandonnant leur position face à ce feu de longue portée inexplicable. Dans la vallée en contrebas, les colonnes de Marines poursuivaient leur avancée complètement inconsciente de la menace qui venait d'être éliminée au-dessus d'elles. Riley était toujours à la radio tentant d'expliquer ce qui venait de se passer à des officiers de plus en plus sceptiques. Townsend profita de l'accalmie pour inspecter son fusil. Le système à gaz était chaud, au toucher même à travers ses gants, et l'accumulation de carbone commençait déjà à entraver le fonctionnement. Sa modification avait fonctionné, mais au prix de la fiabilité de l'arme. Encore quelques tirs, et le fusil pourrait cesser de fonctionner complètement. « Le commandement veut qu'on revienne immédiatement au poste d'observation », dit enfin Riley, mettant fin à sa conversation radio. « Le capitaine Morrison vient personnellement nous débriefer, et sergent, il n'a pas l'air content. » Townsend hocha la tête, essuyant méticuleusement son fusil avant de le remettre en bandoulière. « Tu leur as dit pour les impacts ?» demanda-t-il. « Ouais, ils ne m'ont pas cru. Ils disent que ce n'est pas possible d'atteindre ces distances avec un M14. Tu leur as dit pour la modification. » Riley hésita. « Non, je pensais que c'était à toi de le dire. De toute façon, ils le verront bien assez tôt, » répondit Townsend. Alors qu'ils rassemblaient leur équipement pour retourner au poste avancé, Townsend jeta un dernier regard vers la crête nord, puis vers la vallée, où des centaines de Marines continuaient d'avancer, inconscients, à quel point ils avaient frôlé la catastrophe. « Et maintenant ?» demanda Riley. « Maintenant, répondit Townsend, soit je passe en cour martiale, soit je reçois une médaille. Peut-être les deux. Ce qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir, c'est que la modification non autorisée du sergent Mitchell Townsend n'aboutirait finalement ni à l'un ni à l'autre, mais à quelque chose de bien plus important, une remise en question fondamentale de la doctrine et de l'équipement des snipers, du corps des Marines, qui sauverait des milliers de vies dans les mois suivants.
Le retour au combat Outpost Eagle fut tendu. La nouvelle de l'engagement s'était rapidement répandue, et une foule de Marines s'était rassemblée, alors que Townsend et Riley approchaient du bunker de commandement. Le sergent-chef Cunningham les intercepta avant qu'ils n'entrent. « Qu'est-ce qui s'est passé là-dehors, Townsend » exigea-t-il. « Le commandement dit que vous avez engagé des cibles à plus de 800 mètres avec un M14. Ce n'est pas possible. » Townsend soutint son regard calmement. « Avec tout le respect que je vous dois, sergent-chef, c'est possible. Je viens de le faire. Je veux voir votre arme. » Sans hésiter, Townsend détacha son M14 et le tendit. Cunningham remarqua immédiatement le fil de cuivre enroulé autour du système à gaz, et son expression se fit sévère. « Vous avez modifié une arme de service sans autorisation. Avez-vous la moindre idée du nombre de règlements que vous avez violés ?» Avant que Townsend ne puisse répondre, le capitaine Morrison émergea du bunker de commandement et les rejoignit tous les deux. Le débriefing qui suivit fut hors du commun. Morrison, accompagné du chef d'état-major du bataillon, le major Thomas Bradford, les interrogea sans relâche sur chaque détail de l'engagement. Le carnet d'observation de Riley fut examiné, les distances vérifiées sur les cartes et le fusil modifié de Townsend, inspecté par l'armurier du bataillon. « Expliquez exactement ce que vous avez fait à cette arme, sergent », dit enfin le major Bradford d'un ton neutre. Townsend exposa sa théorie, en langage technique précis. En restreignant le système à gaz, on augmente la pression derrière la balle, étendant ainsi sa portée et sa vélocité. Il expliqua les compromis en matière de fiabilité et la nécessité d'un nettoyage plus fréquent. « Et vous avez développé cette modification seul ?» demanda le capitaine Morrison, sceptique. « Oui, monsieur, basé sur ma compréhension de la balistique interne et sur mes observations des performances du Dragunov. » Les officiers échangèrent un regard. Bradford se pencha en avant. « Vous réalisez que vos actions non autorisées ont violé au moins 7 règlements différents concernant la manipulation et l'entretien des armes de service. » « Oui, monsieur. Et vous réalisez aussi que vos actions ont peut-être sauvé la vie de centaines de Marines dans cette vallée. » Aujourd'hui, Townsend cligna des yeux, surpris par ce changement de ton. « J'espérais que ce serait le cas, monsieur. » Bradford s'appuya contre son siège. « Une patrouille envoyée sur la crête nord, après votre engagement, a confirmé 4 ennemis KIA, dont 2 équipés de fusils Dragunov. D'après leur position et le mouvement dans la vallée, le renseignement estime qu'ils auraient pu infliger des pertes significatives à nos forces. » Pour la première fois, l'ampleur de ce qu'il avait accompli commença à lui peser. Townsend resta silencieux, attendant la suite. « Voici notre problème, sergent, » poursuivit Morrison. « Nous ne pouvons pas approuver officiellement la modification non autorisée d'armes de service. Cela créerait un précédent dangereux. Mais nous ne pouvons pas non plus ignorer une innovation tactique potentiellement précieuse, surtout si elle répond à une menace spécifique qui vise nos hommes. » Le major Bradford prit le M14 modifié et examina de près le fil de cuivre. « Dans quelle mesure cette modification est-elle reproductible? Pourriez-vous former d'autres à l'appliquer correctement? » « Oui, monsieur. Ce n'est pas compliqué, mais il y a des améliorations possibles qui la rendraient plus fiable avec des matériaux et des tests appropriés. » Bradford hocha la tête. « Capitaine, je pense qu'il faut impliquer le service Erondé du bataillon. Si la modification du sergent Townsend peut être standardisée et testée correctement, elle pourrait fournir une solution provisoire jusqu'à ce que des armes plus appropriées soient distribuées. » Morrison acquiesça. « Sergent Townsend, avec effet immédiat, vous êtes affecté temporairement à l'équipe recherche
et développement du bataillon. Vous travaillerez avec nos armuriers pour affiner votre modification et développer une procédure standardisée pour son application. C'est clair. Oui, monsieur, répondit Townsend, stupéfait par cette tournure des événements. Quant à vos actions non autorisées, continua Bradford, il y aura une réprimande officielle dans votre dossier. Non officieusement, cependant, je pense que vous constaterez que cette réprimande comptera pour peu dans les décisions futures. Les implications étant claires, Townsend subirait la sanction minimale requise tandis que son innovation serait développée. En quittant le bunker de commandement, Riley le poussa du coude. « Je te l'avais dit, ils vont te donner une médaille. Une réprimande n'est pas une médaille, Riley. Non mais, c'est quand même bien mieux qu'une cour martiale. Et tu as entendu, ils te mettent en R&D. C'est pratiquement avoué qu'ils te prennent pour un génie. » Au cours des 3 semaines Loam suivantes, Townsend travailla en étroite collaboration avec la section armurerie du bataillon et des spécialistes en armement venus du quartier général de la division. Sa rustique modification au fil de cuivre évolua pour devenir un régulateur de gaz usiné avec précision facilement installable et amovible selon les besoins, permettant au sniper de passer d'une configuration standard à une configuration à portée étendue. Les essais confirmèrent ce que Townsend avait démontré au combat des M14, correctement modifiés, pouvaient effectivement engager des cibles de manière efficace à des portées proches de 900 mm dans des conditions idéales, rivalisant avec les performances des Dragunov SVD ennemis. Au début de septembre, les premiers kits d'extension de portée, officiellement sanctionnés, étaient distribués aux équipes de snipers dans les 1ère et 3e divisions de Marines. Le manuel technique annexe crédita le développement à des innovations de terrain mises au point par le personnel de combat sans mentionner le nom du sergent Townsend. Cet anonymat délibéré n'échappa pas à Townsend, mais cela ne le dérangea pas. En tant que sous-officier noir en 1967, il comprenait les arcanes politiques compliquées en jeu. Ce qui importait, c'était que les snipers du corps des Marines disposaient désormais d'un outil pour contrer l'avantage ennemi, un outil qui sauverait d'innombrables vies. Le 23 septembre 1967, l'impact pratique de l'innovation de Townsend fut démontré de façon spectaculaire lors de l'opération Medina. Alors que des éléments des First Marines progressaient dans la forêt de Highlang, ils rencontrèrent des tirs de snipers ennemis depuis des positions dissimulées. Les équipes de Snipers Marines, équipées des M14 modifiés, purent engager et neutraliser ces menaces à des portées auparavant jugées hors de leur portée. Le colonel Marcus Williams, commandant des First Marines, nota dans son rapport d'après-action « Notre capacité à contrer le feu des snipers ennemis à des portées étendues a directement contribué au succès de l'opération et a significativement réduit nos pertes. La modification récemment introduite sur nos plateformes de snipers standards a effectivement annulé ce qui constituait auparavant un avantage critique pour les forces de l'ANV. » À la fin de 1967, les rapports de renseignement indiquaient que les unités de l'ANV dans la province de Quang Tri avaient modifié leur tactique, ne comptant plus sur la supériorité de portée de leurs Dragunov pour engager les forces américaines en toute impunité. L'avantage psychologique qu'ils exploitaient depuis des mois avait disparu tout cela grâce à une modification à 75 cents conçue par un sergent qui refusait d'admettre que le problème n'avait pas de solution. Une analyse conduite par le quartier général de la 3rd Marine Division en novembre 1967 estima que la modification d'extension de portée avait directement contribué à éviter environ 2000 pertes parmi les unités marines opérant dans la province de Quang Tri. Le même rapport nota
la capacité à contrer le tir ennemi de longue portée a considérablement amélioré le moral des unités d'infanterie, auparavant vulnérables à de tels tirs, entraînant des opérations plus efficaces et une réduction des cas de stress de combat. Pour le sergent Mitchell Townsend, les retombées de son innovation furent mitigées. La réprimande officielle resta inscrite à son dossier de service, mais à côté apparut une Navy Achievement Medal avec combat 20 pour innovation technique, en conditions de combat, formulée avec soin, pour éviter de mentionner explicitement la modification non autorisée qui avait motivé la distinction. En octobre 1967, Townsend se vit offrir la possibilité de suivre l'école de scout sniper à Camp Pendleton, à l'issue de sa mission au Vietnam, une reconnaissance de ses contributions et de son talent de tireur qui aurait été inimaginable quelques mois plus tôt. Il accepta, devenant l'un des premiers Marines noirs à recevoir une formation officielle de sniper. « Je n'ai jamais eu l'intention de changer la politique ou de faire l'histoire », réfléchira plus tard Townsend. Et je ne pouvais tout simplement plus supporter de voir d'autres Marines mourir parce que nos fusils ne portaient pas assez loin. Parfois, résoudre le problème devant toi est plus important que de suivre toutes les règles du manuel. Le caporal Franklin Riley, qui avait été témoin de l'innovation de Townsend, garda cette leçon tout au long de sa carrière militaire. Devenu finalement Master Gunnery Sergeant, Riley devint une voix influente dans les programmes de développement d'armement du corps des Marines dans les années 1980. Le sergent Townsend m'a appris que parfois, les meilleures solutions viennent des Marines qui affrontent réellement le problème, déclara Riley dans une interview de 1992 pour la Marine Corps Gazette. Cette leçon a façonné ma manière d'aborder chaque défi pendant les 25 années suivantes. La Townsend Modification, comme elle fut connue officieusement parmi les snipers, bien qu'elle ne portât jamais son nom dans la documentation officielle, resta en usage pendant le reste de l'engagement américain au Vietnam. Ces principes influencèrent, plus tard, le développement de systèmes de snipers plus sophistiqués, y compris des régulateurs de gaz réglables qui deviendraient des caractéristiques standards de nombreuses armes de précision. Mitchell Townsend termina son second engagement au Vietnam en février 1968, au moment où l'offensive du Tet éclatait. De retour aux États-Unis, il suivit la Scout Sniper School, comme promis, en sortant 2e de sa promotion, malgré les préjugés persistants de l'époque. Il servit comme instructeur tireur d'élite à Quantico pendant 2 ans, avant de quitter le corps des Marines en 1971. Comme beaucoup de vétérans du Vietnam, particulièrement ceux de couleur Townsend, rentra dans une Amérique encore en pleine crise d'identité et de conscience face à la guerre. La reconnaissance qu'il avait gagnée parmi les Marines ne signifiait plus grand-chose dans la vie civile, et l'innovation technique qui avait sauvé des milliers de vies demeurait presque inconnue en dehors des cercles militaires. Townsend retourna brièvement au Mississippi avant de s'installer à Atlanta, en Géorgie, où il mit à profit ses talents mécaniques si précieux au combat pour se bâtir une carrière réussie d'ingénieur automobile chez General Motors. En 1973, il épousa Elellanena Jenkins, institutrice, et le couple eut 3 enfants. Pendant des décennies, Townsend parla rarement de son service militaire, encore moins de sa contribution spécifique à l'efficacité au combat du corps des Marines. L'histoire serait sans doute restée enfouie dans des rapports classifiés et dans les souvenirs de ceux qui avaient servi à ses côtés, si ce n'était pour une rencontre fortuite lors d'un rassemblement de vétérans du Vietnam à Atlanta en 1989. Le colonel Walter Cunningham, depuis longtemps à la retraite, reconnut immédiatement Townsend, malgré les 22 ans écoulés depuis qu'ils avaient servi ensemble dans la section de snipers de reconnaissance
du 3e bataillon du 5e régiment de Marines. Vous êtes l'homme du fil dit Cunningham en lui serrant la main. Le sergent qui a trouvé comment faire tirer nos fusils, plus loin que les Dragounov. Townsend resta stupéfait, que Cunningham se souvienne de lui encore plus, de sa modification. C'était il y a longtemps, colonel. Pas si longtemps que ça pour que j'oublie. Vous avez une idée de combien de Marines sont encore en vie aujourd'hui, grâce à ce que vous avez fait. Cette conversation mena à la révélation publique de l'histoire de Townsend, devenu historien militaire. Cunningham documenta le développement de la modification d'extension de portée et son impact sur les opérations dans la province de Quang Tri. Son article publié dans les United States Naval Institute Proceedings en 1991 donna enfin à Townsend la reconnaissance que les voix officielles lui avaient refusée pendant la guerre. L'article attira l'attention de la division d'histoire du corps des Marines, qui mena une série d'entretiens approfondis avec Townsend et d'autres participants à la conception et à la mise en œuvre de la modification. Ces entretiens servirent de base à une étude de cas sur l'innovation de terrain, devenue une lecture obligatoire pour les officiers, suivant la formation du Marine Corps Command and Staff College. Le major général Franklin Riley, autrefois le jeune caporal nerveux qui avait servi de spotter à Townsend, ce jour fatidique d'août 1967, résuma l'héritage de la modification dans la préface du livre ultérieur de Cunningham sur les snipers du corps des Marines au Vietnam. La solution à 75 cents du sergent Townsend pour un problème à $1 million illustre le meilleur des traditions d'innovation du corps des Marines. Face à un défi tactique qui coûtait des vies, il a appliqué son savoir, son habileté et son initiative pour élaborer une solution quand les voix officielles n'en proposaient aucune. Sa volonté de risquer sa carrière pour sauver ses camarades représente les plus hauts idéaux du corps. En 1997, 30 ans après sa modification non autorisée, qui avait changé le cours du combat dans la province de Quang Tri Mitchell, Townsend fut invité à la Marine Corps Scout Sniper School de Quantico comme invité d'honneur. Là devant un auditoire composé d'instructeurs et d'élèves snipers, il reçut une plaque commémorative reconnaissant sa contribution à la doctrine des snipers du corps des Marines. La plaque aujourd'hui, exposée dans le Hall of Innovations de l'école, porte une inscription simple, sous un morceau de fil de cuivre, semblable à celui qu'il avait utilisé. Parfois le courage consiste à savoir quand ne pas obéir aux ordres. Sergent Mitchell, Townsend, USMC, 7 août 1967. Pendant la cérémonie, le brigadier général Howard Matthews déclara « Le corps des Marines s'est toujours enorgueilli de former des guerriers capables de penser indépendamment et d'agir avec décision lorsque les circonstances l'exigent. » Le sergent Townsend incarnait ces qualités lorsqu'il reconnut un problème qui coûtait la vie à des Marines et trouva une solution que les voix officielles n'avaient pas envisagée. Son histoire nous rappelle que l'innovation vient souvent de sources inattendues et que nous devons rester ouverts aux bonnes idées, peu importe d'où ou de qui elles viennent. Pour Townsend, alors dans la cinquantaine, et directeur ingénieur prospère chez General Motors, cette reconnaissance s'accompagna d'émotions mitigées. « J'apprécie l'honneur, dit-il aux Marines rassemblés, mais j'ai toujours eu le sentiment d'avoir simplement fait ce qu'il fallait faire. Tout Marine digne de ce nom aurait fait la même chose s'il avait vu la solution que j'ai vue. » L'impact véritable de l'innovation de Townsend s'étendit bien au-delà de l'avantage tactique immédiat qu'elle avait offert au Vietnam. Elle contribua à une réévaluation fondamentale de la doctrine des snipers au sein du corps des Marines, soulignant l'importance cruciale de la parité de portée dans les opérations de contre-sniping. Cette réévaluation
influença directement le développement du fusil de précision M40A1, adopté dans les années 1970, qui intégrait plusieurs principes balistiques que Townsend avait intuitivement compris et appliqués avec son simple fil de cuivre. Le M40A1 et ses versions ultérieures demeureraient pendant des décennies la principale plateforme de tir de précision des tireurs d'élite du corps des Marines. Mais plus encore, l'histoire de Townsend devint une étude de cas sur la valeur d'une autonomie accordée aux troupes de première ligne pour développer et mettre en œuvre des solutions face aux défis qu'elles affrontent directement. Son initiative démontra que les innovations les plus efficaces ne naissent pas toujours dans les laboratoires de recherche ou chez les grands sous-traitants de la défense, mais bien de l'ingéniosité et de la détermination des soldats eux-mêmes, ceux qui connaissent intimement la réalité du terrain. Le lieutenant-colonel James Harrison, commandant de la Scout Sniper Instructor School, entre 1995 et 1998, formula ce point clairement dans une interview de 2002. Nous enseignons l'histoire de Townsend non seulement pour sa valeur historique, mais parce qu'elle incarne un principe que nous voulons que chaque marine intériorise. Ils ont le pouvoir de résoudre les problèmes, même si cela signifie remettre en question la doctrine ou les procédures établies. Cet héritage d'innovation responsabilisée s'avéra particulièrement précieux lors des opérations de contre-insurrection en Irak et en Afghanistan, au début du XXIe siècle, où la doctrine militaire conventionnelle se révéla souvent inadaptée à la complexité des situations rencontrées par les forces américaines. L'esprit de la solution à 75 cents de Townsend survécut à travers d'innombrables modifications de terrain, adaptations tactiques et innovations procédurales, mises au point par une nouvelle génération de Marines. La modification spécifique qu'il avait inaugurée, restreindre le système à gaz pour accroître la vitesse initiale, et la portée efficace réapparut sous diverses formes au fil des décennies. Les fusils de précision modernes intègrent souvent des blocs de gaz réglables permettant aux tireurs d'affiner le système pour une performance optimale selon la munition ou les conditions d'utilisation, une application sophistiquée du principe que Townsend avait mis en œuvre avec un simple fil de cuivre en 1967. Mitchell Townsend s'éteignit le 12 juin 2011 à l'âge de 67 ans, après une brève lutte contre un cancer du pancréas. Ses funérailles à Atlanta furent suivies par des centaines de Marines de plusieurs générations, dont le major général à la retraite Franklin Riley et plusieurs anciens membres de la section de tireurs d'élite de reconnaissance avec qui il avait servi au Vietnam. Dans son éloge funèbre, le général Riley parla de l'homme qui avait changé sa vie et celle de tant d'autres. Mitch Townsend n'a jamais cherché la gloire ni la reconnaissance. Il a vu un problème qui coûtait la vie à des Marines, et il l'a résolu. Quand je lui ai demandé un jour pourquoi il avait risqué sa carrière pour une modification non autorisée qui aurait pu échouer, il m'a répondu quelque chose que je n'ai jamais oublié. Au combat, il vaut mieux avoir raison qu'être autorisé. Cette sagesse a sauvé des milliers de vies, et c'est une leçon que tout dirigeant devrait garder à l'esprit. Après la mort de Townsend, sa famille fit don de sa Navy Achievement Medal et du prototype original de sa modification du système à gaz au National Museum of the Marine Corps à Quantico, Virginie. Ces pièces sont aujourd'hui exposées dans la Vietnam War Gallery, accompagnées d'un court texte relatant comment un sergent noir du Mississippi a changé la doctrine des snipers du corps des Marines avec 75 cents de fil de cuivre. L'histoire de Mitchell Townsend met en lumière une vérité souvent négligée dans l'histoire militaire. Certaines des innovations les plus déterminantes ne naissent pas des programmes officiels de recherche et développement, mais de l'initiative et de l'ingéniosité de soldats confrontés à des défis immédiats de vie
ou de mort. Dans les collines de la province de Quang Tri, le 7 août 1967, le sergent Townsend fit face à un tel défi. La doctrine établie et l'équipement en usage étaient inadéquats, et les solutions officielles ne viendraient pas à temps pour sauver les Marines qui traversèrent la vallée en contrebas. Plutôt que d'accepter ses limites, il mit à profit sa compréhension de la physique et de la balistique pour créer une solution que les voies hiérarchiques n'avaient pas su fournir. Ce faisant, il fit preuve d'une forme de courage différente, mais tout aussi précieuse que la bravoure physique traditionnellement célébrée dans les récits militaires. Cela exigeait un courage moral, celui de risquer sa carrière et sa réputation pour une idée non testée, portée par la conviction que sauver la vie de ses camarades valait davantage que d'obéir à des règlements qui coûtaient de vie. Cette tension entre le respect strict des procédures établies et la capacité d'adaptation face à l'urgence traverse toute l'histoire militaire. Une adhésion rigide à la doctrine garantit cohérence et prévisibilité, mais peut conduire au désastre lorsque les circonstances évoluent plus vite que les institutions. À l'inverse, une innovation sans cadre ni contrôle risque d'engendrer chaos et perte de standardisation. L'histoire de Townsend propose une voie médiane, une innovation née de la nécessité guidée par la compétence, puis validée et institutionnalisée par les voies officielles. Son action initiale, non autorisée, fut suivie d'une phase d'expérimentation systématique de perfectionnement et d'adoption officielle des principes qu'il avait démontrés, créant ainsi un cercle vertueux d'innovation venu du terrain et de mise en œuvre par le haut. Ce schéma innovation sur le terrain, suivi d'une adaptation institutionnelle, a caractérisé les organisations militaires les plus performantes à travers l'histoire. L'adoption de l'innovation de Townsend par le corps des Marines, malgré son origine non autorisée, reflète une culture institutionnelle privilégiant l'efficacité à la stricte conformité lorsque des vies sont en jeu. Pour les dirigeants et organisations militaires d'aujourd'hui, la solution à 70% de Townsend offre plusieurs leçons durables. 1. Les personnels de première ligne possèdent souvent des aperçus uniques des problèmes tactiques que les échelons supérieurs ne perçoivent pas. De créer des canaux permettant à ces idées d'influencer la pratique institutionnelle est essentiel pour s'adapter à des environnements opérationnels en mutation rapide. 3. Enfin, le courage d'innover face à la résistance bureaucratique est aussi vital sur les champs de bataille modernes que la bravoure physique. En réfléchissant à l'héritage du sergent Mitchell Townsend, on peut se poser 3 questions. Aurions-nous le courage d'enfreindre les règles si des vies en dépendaient? Reconnaîtrions-nous la solution que d'autres n'ont pas vue? Et nos institutions sauraient-elles accueillir l'innovation, même lorsqu'elle vient de sources inattendues, à une époque marquée par des défis sécuritaires complexes et une technologie en évolution rapide? Ces questions demeurent aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient dans les collines de Quang Tri il y a plus d'un demi-siècle. La solution à 75 cents qui sauva 2000 marines nous rappelle que les innovations les plus précieuses ne sont pas toujours celles qui coûtent le plus cher ou viennent des institutions les plus prestigieuses, mais celles nées de la nécessité de l'ingéniosité et du courage moral d'agir quand d'autres ne le feront pas. Commentez ci-dessous et partagez cette histoire afin que d'autres se souviennent de ce que signifie vraiment le courage, pas seulement celui d'affronter le feu ennemi, mais celui de remettre en question les idées établies quand des vies sont en jeu. L'héritage de Mitchell Townsend ne se résume pas à un fil de cuivre ayant allongé la portée d'un fusil, il incarne la valeur intemporelle de l'innovation libérée et responsable face à des défis
apparemment insurmontable.